Bonjour à tous et puis bonne année. Donc aujourd'hui, on va terminer ce qu'on était en train de faire sur les résonances de Ruel des surfaces hyperboliques compactes. Donc je rappelle qu'on avait commencé à faire un certain nombre de calculs via la théorie des représentations de PSL2. On va les terminer et puis ensuite je voudrais comparer avec, je voudrais dire un mot sur ce qui s'appelle la théorie des espaces de Banach anisotropes pour comparer un petit peu les deux méthodes. Et puis comme il y a un certain nombre de formules qui sont longues à écrire, aujourd'hui j'ai écrit ces formules sur des slides. Donc on avait M qui était une surface hyperbolique compacte et on avait dit qu'on pouvait l'identifier à un quotient du demi-plan de Poincaré par gamma qui est un groupe discret d'isométrie. Et ensuite, le demi-plan de Poincaré, on peut lui-même le voir comme le quotient PSL2R sur SO2. Et dans ce cas-là, le gamma, c'est le groupe des isométries directes du demi-plan de Poincaré, c'est les transformations de Möbius. Donc on peut le voir aussi comme un groupe de SL2. Et bon, ce qui est important, c'est qu'il y a une des actions qui est à gauche et l'autre action qui est à droite, donc ça commute. Et ensuite, le fibré unitaire tangent de la surface, c'est le quotient du fibré unitaire tangent du demi-plan de Poincaré par le groupe gamma. Et puis le fibré unitaire tangent du demi-plan de Poincaré, on peut le voir, on peut l'identifier à PSL2R. Et on avait commencé à utiliser la théorie des représentations PSL2R pour calculer les corrélations de deux observables, les corrélations temporelles sous l'action du flot géodésique. Mais on avait dit qu'on ferait le calcul uniquement pour ce qui s'appelle les séries principales. Donc on est parti, on a toutes les fonctions propres du Laplacien. Là j'ai choisi une fonction propre, le lambda c'est une des valeurs propres. Et puis phi c'est une des fonctions propres. Donc j'ai choisi une fonction propre. Et puis, donc on a vu le changement de variable. La valeur propre lambda, on peut l'écrire comme 1 quart plus r au carré. Et j'ai dit qu'on allait faire le calcul des corrélations du flot géodésique en supposant qu'on est dans les séries principales. Donc que r est un nombre réel. Ça veut dire que la valeur propre lambda est plus grande que 1 quart. On pourrait faire un calcul analogue pour les séries complémentaires. Puis on avait aussi vu que pour décrire tout l'espace des fonctions L2 sur le fibré cotangent, il y a aussi les séries discrètes holomorphes et anti-holomorphes. À chaque fois, il y a un calcul qui se ressemble qu'on ne va pas faire à chaque fois. Donc là, ce qu'on avait commencé à faire, on avait regardé H de phi lambda, c'est le plus petit espace invariant pour l'action de PSL2R qui contient la fonction propre phi lambda. Alors phi lambda au départ c'est une fonction sur M, mais on peut la voir comme une fonction sur le fibré unitaire tangent, simplement c'est une fonction qui ne dépend que de la base. Et donc on va regarder le plus petit espace invariant à droite par PSL2R qui contient phi lambda, et il se trouve qu'on sait identifier une base orthonormée de cet espace. Donc à partir de phi lambda, j'appelle phi lambda 0, on peut construire toute une famille, phi lambda indiska, en impliquant... alors pour les cas positifs, phi lambda k, il est obtenu en itérant l'opérateur de création qu'on avait défini. Et puis pour les cas négatifs, le phi lambda avec moins k, il est obtenu en itérant l'opérateur d'annihilation. Et puis si on veut que ces vecteurs soient de norme 1 donc on est dans L2 du fibré unitaire tangent. Si on veut qu'il soit de norme 1, on renormalise par ce facteur-là, qui va être... Et puis il se trouve, ils engendrent l'adhérence de l'espace engendré par tous ces vecteurs, c'est précisément le sous-espace invariant contenant phi lambda. On sait que l'action de PSL2 à droite est irréductible. Elle est unitaire et irréductible. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, on peut dire aussi que ces vecteurs phi lambda, en fait, ils diagonalisent l'action à droite. On avait vu qu'il y a un flot, il y a une action de S1 qui consiste juste à faire tourner le vecteur de base.
ça revient à faire agir, ça revient à faire agir SO2 par multiplication à droite. Et en fait, ces vecteurs-là diagonalisent cette action. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, en fait, on va calculer les corrélations temporelles de deux vecteurs dans cet espace sous l'action du flot géodésique. Il y a une petite remarque qui va être utile pour simplifier certains calculs, c'est que là, pour chaque lambda, hein, vous vous souvenez, il y a deux R possibles. Il y a plus R ou moins R. Là, on a choisi on a pris un choix de R. Si on avait choisi l'autre racine, si on avait choisi moins R, on obtiendrait une autre base orthonormée de notre espace H de phi lambda. Je l'ai noté avec une étoile, faute de meilleure idée de notation. C'est quasiment la même, hein, c'est la même à un facteur de norme 1, de module 1 près, qui revient juste à changer. Ça, c'est la différence, c'est le facteur qu'on aurait obtenu si on passait de R à moins R. Comme R est réel, hein, c'est des nombres complètes de module 1. Donc voilà, si on remplace R par moins R, on obtient la même base, mais avec des coefficients différents qui vont ressortir un peu plus tard dans les calculs. Et puis, ça sera utile aussi de savoir que si on prend le complexe conjugué de phi lambda k, c'est la même chose que changer R en moins R et changer K en moins K. Ça se voit juste dans la relation de récurrence qui satisfont. Alors c'est vrai si on était parti d'une fonction propre réelle, mais je vais supposer que ma fonction propre était réelle. Et on avait travaillé dans divers modèles de cette représentation irréductible. Donc au départ, on est dans H de phi lambda, qui est muni de la base orthonormée des phi lambda k. On avait dit qu'on peut l'identifier au modèle de représentation irréductible qu'on avait noté VIR. VIR, c'est l'ensemble des fonctions sur le groupe PSL2 à valeur dans C et qui ont certaines propriétés d'invariance qu'on multiplie à droite par... alors, quelle était ma notation? Ça devait être comme ça. Quand on fait agir à droite le groupe des matrices diagonales et le groupe des matrices triangulaires, il y a certaines propriétés d'invariance. Donc c'est S fois 1,5. Donc si on veut cet espace VIR, on peut le voir, c'est des fonctions qui sont sur le fibré tangent du demi-plan de Poincaré. L'invariance par NT, c'est juste dire qu'elles sont invariantes, c'est des fonctions qui sont invariantes par translation horizontale. Et AS, le groupe des matrices diagonales, c'est des fonctions qui ont une certaine propriété de quasi-invariance par homothétie. Et ce qu'on avait dit, c'est que grâce à la décomposition N à K, si on a une fonction sur le fibré unitaire tangent du demi-plan de Poincaré qui a ces deux propriétés d'invariance, elle est complètement déterminée par sa restriction aux vecteurs qui sont basés en l'origine. Donc c'est pour ça qu'on avait dit qu'en fait cet espace de fonctions, on peut l'identifier à des fonctions sur un cercle. Et puis on avait aussi dit qu'on peut, parce que c'est plus pratique, ces fonctions qui sont au départ sur le cercle des vecteurs qui sont basés en I, on peut les voir comme des fonctions sur R en faisant une espèce de projection stéréographique, c'est-à-dire que si le vecteur il fait un angle θ avec la verticale, je peux regarder le point en moins l'infini de la géodésie correspondante, j'appelle X, et la formule c'est X égale tangente θ sur 2. Et ça permet d'identifier L2 du cercle à L2 de R. Et alors, c'est notre base de fonctions d'origine. Dans le modèle VIR, ça devient une onde plane orocyclique multipliée par exponentielle IK-θ. Sur le cercle, c'est juste la base habituelle des exponentielles IK-θ. Et puis, quand on transporte
sur R par ce changement de variable x égale tangente θ sur 2, on obtient cette famille de fonctions qui est une base orthonormale de L2 de R. Alors, comme j'avais dit, moi j'ai décidé de prendre cette base. C'est des calculs qui n'ont pas été faits de cette manière avant. Ça peut être, c'est peut-être pas la meilleure manière, c'est peut-être pas la meilleure base à choisir. C'est peut-être une base un peu inhabituelle de L2 de R, mais je l'ai juste choisie parce qu'elle est l'image de la base habituelle de L2 de K par notre changement de variable. Aussi, ce que j'avais dit, c'est que du coup, l'action sur VIR, l'action de PSL2, c'est l'action à droite par multiplication. Cet espace, il est préservé par multiplication à droite. On peut faire le calcul de ce que ça donne sur L2 de R, et on voit que c'est une action par transformation de Möbius. La matrice ABCD, elle agit sur une fonction L2 en composant par cette transformation de Möbius et puis en divisant par une certaine puissance de la dérivée. Et c'est bien, ça préserve bien, c'est bien une action unitaire. Alors nous, les trois actions qui nous intéressent le plus, c'est le flot géodésique, on avait dit, ça correspond à multiplication à droite par les matrices diagonales, le flot orocyclique stable, qui correspond aux matrices triangulaires supérieures, avec des 1 sur la diagonale, et le flot orocyclique instable, qui est les matrices triangulaires inférieures. Alors si je regarde, j'applique la formule générale à ces trois matrices, je vais obtenir les trois actions suivantes. Donc le flot géodésique, il va agir sur L2 de R par homothétie, et puis il y a ce facteur de renormalisation là. Le flot orocyclique stable, il a cette expression un peu, voilà, pas tout à fait sympathique, mais bon, voilà. Et le flot orocyclique instable, lui, il est très sympathique, c'est juste les translations. Donc finalement, si on veut calculer les corrélations entre... Donc ce qu'on veut calculer, c'est les corrélations... Sigma t, c'est le flot géodésique. On veut calculer les corrélations entre phi lambda k et phi lambda L transportés par le flot géodésique. Si on transporte tout dans nos modèles de représentation irréductible, on se retrouve avec une intégrale complètement explicite. Je vais peut-être écrire au tableau les fonctions f, k, r, qui étaient écrites sur le tronc. Je crois que c'était dans ce sens-là. On se retrouve avec une intégrale complètement explicite à calculer, et nous, ce qu'on veut, c'est faire un développement asymptotique quand t tend vers plus l'infini. Donc on se retrouve avec un exercice d'intégrale dépendant d'un paramètre. Et j'avais dit, on va diviser l'intégrale en trois morceaux. Il y a un morceau qui se passe sur un voisinage de 0. Il y a un morceau qui se passe sur un voisinage de plus l'infini. Et là, il y a un bout intermédiaire, donc je les numérote grand 1, grand 2, grand 3. Et par exemple, au voisinage de 0, on va appliquer, voilà, on va appliquer, quand x est proche de 0 et que t tend vers plus l'infini, exponentielle moins tx tend aussi vers 0, donc on va faire un développement de Taylor en 0. Et puis, dans l'autre morceau, quand x est au voisinage de plus l'infini et que t tend vers plus l'infini, on va faire un développement de Taylor au voisinage de l'infini. Tout ça, c'est des choses qu'on avait commencé à faire la dernière fois. Donc on va se retrouver avec un développement... Je décide de faire le développement de Taylor à l'ordre m, grand M. Et en faisant le développement de Taylor de ces fonctions f, k, r, je vais obtenir que mes corrélations... Donc j'ai fait sortir, il y a des termes exponentiels là qui sortent. On avait dit c'est les résonances de Ruel qui apparaissent. Il y a les dérivées, il y a toutes les dérivées des fonctions f, k, r. Et puis là... il y a l'intégrale sur moins a de x puissance m fois f, l, r bar. Donc là, il y a le x puissance m qui sort, il vient de la formule de Taylor.
au voisinage de plus l'infini, en fait, on se ramène en 0 ce que j'ai appelé GLR. C'est FLR de X. C'est FLR composé, je veux me ramener de moins l'infini en 0, donc c'est composé avec moins 1 sur X. Et c'est divisé par 1 sur X à la puissance 1 plus 2IR. C'est rien d'autre qu'en fait, c'est rien d'autre que l'action sur F de la matrice W. Hein. C'est la matrice 0, 1, moins 1, 0. Donc la transformation de Möbius associée, c'est justement X donne moins 1 sur X. Donc en fait, on a juste fait, ça c'est ce qui correspond à une rotation d'angle pi, et non pas pi sur 2, hein, c'est une rotation de l'angle pi à cause de ce facteur 1,5 qui est partout. Donc ça revient juste à tourner le vecteur d'un angle pi, donc à inverser le temps du flot géodésique. Et de manière en fait pas très surprenante, ça c'est aussi égal à moins 1 puissance L fois FLR. C'est parce qu'il faut se souvenir que ma base orthonormée en angle, c'est simplement la base exponentielle I k θ. Donc si je fais une rotation de l'angle pi, je multiplie par un multiple de moins 1, une puissance de moins 1. Donc là, le terme qui sort, c'est la même chose, c'est en faisant un... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, c'est un développement de Taylor sur un voisinage de plus l'infini. Et puis, il y a des termes en plus qui sortent, qu'on pourrait écrire explicitement, mais qui ne font pas très envie, et qui viennent, ces termes en plus, ils viennent de toute la zone intermédiaire, là. On peut aussi faire un développement de ce terme intermédiaire-là, et ça fait sortir des termes en plus. Et voilà, et donc, si on veut, là, on peut dire... Ça, c'est exact. Et puis là, il y a les restes. Les restes que j'ai obtenus, c'est les restes qui viennent du reste dans le développement de Taylor. Donc, il faut intervenir des estimés des dérivées d'ordre m plus 1 de ces fonctions fkr et gkr. Donc là, on peut dire, ça y est, c'est notre développement asymptotique. Hein. Il y a des exponentielles et puis il y a des choses, il y a des distributions appliquées en fkr et en flr. Là, la distribution de ce côté-là, c'est une dérivée d'ordre m, et puis la distribution de l'autre côté, c'est la distribution x puissance m. C'est pas tout à fait satisfaisant parce que il y a cette dépendance. Ici, eta et a, c'était des nombres arbitraires. On a envie de faire tendre a vers plus l'infini et de faire tendre eta vers 0. Donc à la fin, on a envie de dire que nos états résonants de Ruel, voilà, donc voilà, ça c'est l'expression qu'on visait, hein, c'était pour les états résonants de Ruel, là on a trouvé, si vous avez en tête le théorème là qu'on visait, on a trouvé l'expression pour les états résonants de Ruel en ces termes-là, mais qui a l'air de dépendre de grand A et de eta. Finalement, le fait que finalement là, ce qu'on démontre, c'est que cette expression ne dépend pas de grand A et de eta. Donc j'ai envie de les faire tendre vers l'infini. Donc j'ai envie d'écrire à la fin simplement cette expression-là, qui est assez satisfaisante, hein, pour les états résonants de Ruel. Le problème, ce qu'on a dit, c'est que ça, c'est des intégrales qui ne convergent pas. Et c'est même pas des intégrales semi-convergentes. Quand je vais faire tendre A vers l'infini, rien ne va converger. Donc le seul problème qui reste, si je veux écrire ça, c'est de donner un sens à ces expressions. Et ces expressions-là, en fait, elles sont bien définies par prolongement analytique. C'est-à-dire que pour certaines valeurs de R, cette expression est bien définie, et ensuite, il faut faire un prolongement analytique. Donc, je ne vais pas faire complètement l'argument, mais si on voulait le faire, on dirait la chose suivante. Je suis partie d'une intégrale qui faisait intervenir des fonctions fkr et flr pour R réel. Mais en fait, j'aurais pu prendre n'importe quelle valeur de
R, enfin j'aurais pu mettre alpha et bêta ici, et en fait ces intégrales convergent très bien si la partie imaginaire de alpha et la partie imaginaire de bêta sont suffisamment négatives. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si on avait pris ici des alpha et des bêta de parties imaginaires très négatifs, on aurait pu faire... Oh, pourquoi ça fait ça? On aurait pu faire les calculs à l'identique, et on aurait obtenu à la fois, si on avait pris donc alpha et bêta convenables, zut, bon, pardon. Donc si on avait pris alpha et bêta de parties imaginaires suffisamment négatives, on aurait à la fois obtenu cette expression qui aurait été voilà, la même, et on aurait aussi pu écrire cette expression qui cette fois aurait convergé. Donc en fait, il faut dire, il faut écrire un argument de prolongement analytique pour dire cette expression, on sait maintenant la définir pour partie imaginaire de R assez grand, et enfin, on peut faire un prolongement analytique qui va nous donner, qui va donner un sens à cette intégrale. Et en fait, ce qui sort, bon, c'est des... Enfin, de toute façon, on verra un argument assez simple qui permet de les calculer sans faire aucun effort. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que dans le modèle, finalement, donc, dans le modèle L2 de R, l'état résonant TRM, c'est la dérivée à la puissance m, et l'état résonant T étoile Rm, c'est x à la puissance m. Alors après, la question de la... En fait, ça n'a pas vraiment de sens de les normaliser chacun indépendamment. Mais par contre, on voit que là, le factoriel m qui sort, il apparaît pour que si je les apparie, ça forme deux bases duales l'une de l'autre. Je peux apparier... En fait, il y a une des deux distributions qui est singulière et l'autre qui est régulière, donc je peux en fait les apparier. Et il faut les apparier de sorte à ce que le... Donc il n'y a pas vraiment de bonne normalisation individuelle, mais par contre, il faut les normaliser de sorte que quand on les apparie, ça fasse 1, et le factoriel m là est justement là pour ça. Alors je vais regarder plus précisément ce qui se passe pour m égale 0, qui sont les résonances de Ruel qui sont les plus dont la partie imaginaire est la plus grande, donc c'est les plus à droite. Du coup, si on identifie donc la TR0 appliquée à phi lambda k, on a vu c'est la valeur en 0 de cette fonction fkr, ça fait 1 pour tout k. Et l'autre qui est facile à calculer, c'est t étoile moins r0 appliqué en phi lambda l bar. C'est la valeur en 0 de glr bar, c'est moins 1 puissance l. Donc ces deux-là, elles sont complètement explicites. Et c'est des masses de Dirac en 0. Et celles qui sont un peu embêtantes, c'est celles-ci, parce qu'elles sont définies pour l'instant seulement par prolongement analytique. Mais voilà, au lieu d'essayer de calculer ces valeurs, on peut faire quelque chose de... On peut simplement... En fait, on peut raisonner par symétrie. On peut dire là, nos calculs, ils sont liés à un choix de R. Si on avait choisi moins R à la place, tous les calculs auraient été inversés. Et les deux qui auraient été faciles... Si on avait choisi moins R, les deux qui auraient été faciles à calculer, ça aurait été les deux autres, justement. Donc, je vous rappelle, l'étoile, c'est la base phi lambda k, mais définie pour le paramètre moins R. Et là, si on avait fait le calcul si on avait fait le calcul dans le modèle associé à moins R, on aurait obtenu ces valeurs-là. Donc 1 ici et moins 1 puissance L là. Et puis, j'ai dit tout à l'heure que ces fonctions, quand on change R en moins R, on trouve quasiment la même base, il y a juste des facteurs qui sortent et que je vous avais donnés. Donc ça veut dire que, en fait, si on veut se replacer dans la base d'origine, il suffit de... Une fois qu'on a trouvé 1 et moins 1 puissance L là, ici, maintenant, il suffit de faire le bon changement de base. Alors, finalement, cette expression-là est plutôt plus sympathique. Celle-là, ce qui est rassurant, disons, c'est que ces facteurs qui sortent, ils avaient déjà été calculés dans un article de Flaminio et Forni qui date d'il y a 20 ans.
Ils avaient calculé ces distributions de Ruel, mais pas pour la même raison. C'est un article qui porte sur les... Ils cherchent des distributions invariantes par le fluorocyclique, et ils les calculent un peu à la main, enfin en calculant leur coefficient de Fourier, et ils trouvent exactement ça. Donc c'est rassurant de voir qu'on a retrouvé la même chose qu'eux. Mais finalement, c'est plutôt plus simple de le voir comme ça. Après, on pourrait faire ça. Ça, j'ai fait le cas m égale 0. On pourrait faire ça pour tous les m. On pourrait s'amuser à calculer. Donc là, par exemple, voilà, la distribution TRM appliquée à phi lambda k, si je veux la calculer explicitement, il faut que je calcule la dérivée m de cette fonction fkr qui est écrite là, et que je calcule la valeur en 0. Donc c'est un calcul de dérivée qui ne fait pas très envie, mais je propose juste de les estimer. Sauf erreur de ma part, voilà, on peut estimer, finalement ce qu'on est en train de calculer, c'est les coefficients de Fourier de ces résonances de Ruel, et ils croisent comme... Alors il y a des constantes qui dépendent de m, qu'on peut essayer de rendre explicites, mais comme j'ai fixé m, je ne cherche pas spécialement à optimiser la dépendance en m. Mais par contre, on peut voir qu'en k et en r, ça croît comme k plus r à la puissance m. Juste en calculant ces dérivées. Donc là, ça nous donne, ça nous permet de dire que ces résonances de Ruel, elles appartiennent à certains espaces de Sobolev sur le fibré unitaire tangent. Les espaces de Sobolev, là, c'est un espace de Sobolev sur une variété compacte sans bord, donc il y a la définition locale en coordonnées, que peut-être les étudiants ont vu, mais cette définition est complètement équivalente à la définition qui fait intervenir les fonctions propres du Laplacien. Et en fait, les phi lambda jk, c'est les fonctions propres du Laplacien sur le fibré unitaire tangent. Il y a la variable k qui se rajoute, qui correspond aux rotations. Donc en fait, il y a une définition, j'utilise la définition des espaces de Sobolev, définie grâce à la convergence de certains des coefficients de Fourier avec les bons poids. Alors nos distributions, nos états résonants, en fait, ils ont des coefficients sur tous les entiers K, mais par contre en J, ils n'ont des coefficients que sur J0. Ils n'ont des coefficients que dans une représentation irréductible. Donc pour les états résonants, en fait, la somme sur J, il y a juste un terme dedans. Leur seul coefficient non nul, c'est dans une des représentations irréductibles. Et si on fait un petit peu attention, on voit que nos états résonants, ils sont dans des espaces de Sobolev négatifs, et que l'indice, c'est le même qu'avait trouvé Flaminio-Forni, ils avaient fait pour m égale 0. On retrouve la même valeur que ce qu'ils avaient trouvé. Donc là, en faisant comme ça, on peut calculer c'est une manière de calculer la régularité des états résonants. Et ça veut dire aussi que... Donc là, pour l'instant, le développement asymptotique des corrélations, je l'ai fait uniquement sur des vecteurs de la base. Mais comme j'ai fait attention à estimer tous les coefficients, ça me dit que le même développement asymptotique, il a lieu si je suis dans HS. Si je prends des fonctions U et V dans HS, ou peut-être il faut rajouter un petit epsilon, peut-être, mais si je prends des fonctions U et V dans un espace de Sobolev assez régulier, le développement asymptotique que j'ai fait sur les vecteurs de base, il va rester. D'accord ? Donc là, je pense que c'est les seuls. Je vais juste dessiner les états résonants dans les différents modèles. Donc, je vais faire TRM, je vais faire TR0. TR0, on avait dit, c'est la masse de Dirac en 0. Et l'autre, c'était T étoile R0. C'était, on avait dit tous ces coefficients de Fourier, on avait vu que tous ces coefficients de Fourier valent moins 1. Mais on avait aussi, oui, on avait vu comme ça.
Enfin, c'est le coefficient de Fourier, pardon, c'est moins 1 puissance k. Mais on avait aussi dit que c'est l'image du précédent juste par cette rotation d'angle pi. Ça veut dire que si je me replace dans L2 de k, celui-là, c'est de nouveau la masse de Dirac en 0, et lui, c'est la masse de Dirac en pi. C'est juste, de toute façon, j'ai juste fait tourner l'angle de pi. Dans le modèle VIR, ça va. Le premier état résonant, j'ai toujours l'onde plane orosphérique, et elle se retrouve multipliée par la masse de Dirac en 0. Et celui-là, c'est l'onde plane orosphérique fois la masse. Alors là, ça c'est la dépendance. C'est une distribution qui est sur le fibré unitaire tangent, donc qui dépend à la fois du point et du vecteur. Donc Y, c'est la partie imaginaire de Z, et là, c'est la masse de Dirac en V égale 0. Y, c'est la partie imaginaire de Z. Ça, c'est TR, et ça, c'est TR0, et ça, c'est T étoile R0. Donc à chaque fois, comme c'est une distribution sur le fibré unitaire tangent, c'est à la fois, ça dépend du point base et du vecteur. Donc en le point base, la dépendance ne change pas, c'est toujours l'onde plane orosphérique. Et par rapport au vecteur, c'est une masse de Dirac. Donc ça correspond au dessin suivant. Donc j'avais mon onde plane orosphérique, ces fronts d'onde, ils sont comme ça. C'est les lignes de niveau de la phase, Y égale constant. V égale 0, ça correspond, ça veut dire que cette distribution, elle est portée uniquement par des vecteurs qui pointent vers le haut. Ça, le vecteur V, il est forcément... cette masse de Dirac me dit qu'il faut que le vecteur V il pointe vers l'infini. Donc là, on voit bien que cette distribution, elle est bien invariante par le flot orocyclique, c'est ce qu'on avait prédit au départ, par le flot orocyclique stable. Et la deuxième, c'est la même chose, mais les vecteurs pointent vers le bas. Donc, ils pointent vers... Ça, c'est V égale... Ça veut dire que l'angle doit être égal à pi. Donc cette fois-ci, celle-là, elle est invariante par le flot orocyclique instable. Alors les deux autres, elles ont des... Il faudrait aussi représenter avec moins R. Alors elles ont leur coefficient un peu plus bizarre, là, avec ces produits. Elles ont des coefficients de Fourier un peu plus bizarres. Ça correspond, je vais dire à quoi ça correspond dans ce modèle. C'est pas forcément étonnant. Là, je suis dans le modèle où j'ai choisi plus R. Donc, celles qui ont un dessin facile à comprendre, c'est TR et TR étoile. Les deux autres, forcément, dans ce modèle, elles sont un petit peu étranges à dessiner. C'est parce qu'on a voilà, c'est parce qu'on a. Elles seraient, dans le modèle V-R, elles auraient de nouveau, elles seraient plus faciles à dessiner. Donc, le T indice -R0, à quoi elle ressemble? Il faut partir, on prend un orocycle comme ça, on prend tous les vecteurs qui pointent ici, tous les vecteurs orthogonaux à cet orocycle. Et après, de toute façon, dans l'espace VIR, tout doit être invariant par... cet espace, c'est un espace de fonctions ou de distribution qui doivent être invariantes par translation horizontale et par homothétie. Donc une fois que j'ai défini ma distribution sur un orocycle, il n'y a qu'une manière de prolonger partout. Donc ma distribution, elle est portée par que des orocycles comme ça. Et donc elle est invariante par le flot orocyclique stable. Et puis l'autre c'est la même, mais je fais tourner le vecteur d'un angle pi. Donc en rouge, c'est T étoile moins R.
je sais pas si mes dessins sont clairs. Donc voilà les dessins dans le modèle VIR des quatre états résonants de Ruel. Ça, c'est pour m égale 0. Pour m égale 0, donc j'ai dit on a des masses de Dirac. Et pour les plus grandes valeurs de m, on a aussi des dérivées de masse de Dirac. Donc le lieu des singularités est le même, mais c'est des distributions qui sont d'ordre supérieur. OK. Oui, donc là c'était ce que je voulais dire sur la théorie des représentations, et je voudrais dire un mot maintenant sur l'approche des espaces de Sobolev anisotropes. C'est une approche qui s'est développée voilà, par la théorie des représentations. Comme j'avais dit, c'était un peu l'école soviétique qui avait commencé à faire ces calculs, en particulier Gelfand et Fomin. À partir de ces calculs dans des modèles, ils avaient montré que le spectre du flot géodésique est absolument continu dans L2. Et puis Marina Ratner avait montré que pour des observables assez régulières, les corrélations décroissent exponentiellement vite. Et là, on est allé encore un peu plus loin en faisant un développement limité qui fait apparaître les états résonants et qui permet de calculer tous leurs coefficients de Fourier. Mais c'est vraiment spécifique aux espaces localement symétriques. Et là, je veux présenter, dans les grandes lignes, une approche plus générale en fait, qui concerne les flots d'Anosov ou les systèmes dynamiques Anosov, qui est l'espace la théorie des espaces de Sobolev anisotropes ou des espaces de Banach anisotropes. Je vais parler des Sobolev anisotropes. Alors vous verrez, depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a plein d'auteurs qui essayent de trouver des bonnes définitions des espaces de Banach sur lesquels un système dynamique donné a du spectre discret. Et bon, il y a vraiment plein de propositions qui ont été faites d'espaces de Banach anisotropes. Et moi, je vais me baser beaucoup sur ce qu'avaient fait Faure et Sjöstrand, qui était basé sur l'analyse microlocale, mais je donnerai d'autres noms. Avant eux, il y avait beaucoup d'autres auteurs qui avaient proposé d'autres espaces qui marchent très bien aussi. Mais je vais faire surtout des exemples. Donc, un système dynamique très simple. Je vais prendre sur R. Je vais prendre X donne, donc c'est un système dynamique linéaire, X donne X exponentielle T. Et je vais regarder sur L2 de R, je vais regarder le flot unitaire. UT de X, c'est U de X exponentielle T sur 2. Donc ça, c'est un flot unitaire sur L2 de R. Et sur L2, son spectre, il est absolument continu. Enfin, c'est juste en passant au logarithme, c'est un flot de translation. C'est la même chose qu'un flot de translation. Donc le spectre, il est absolument continu. C'est le même spectre que X donne X plus T sur... voilà, on peut calculer complètement le spectre et montrer qu'il est absolument continu. Mais on se demande si en passant à un espace de Sobolev, on va pouvoir faire apparaître du spectre discret. Donc on va regarder, là on va prendre, comme je suis qu'à une dimension, je vais pouvoir prendre un espace de Sobolev habituel. Donc je rappelle HS, c'est les fonctions, je vais le définir comme ça.
c'est les fonctions telles que si j'applique le Laplacien à la puissance 16 sur 2, ça tombe dans L2. Donc on va voir ce que devient ce flot sur l'espace HS. Donc ce qu'il faut voir, c'est que là, quand je suis passé en Fourier, U chapeau T de xi, il est de la même forme, mais j'ai juste changé T en moins T. Donc en Fourier, ça devient U chapeau de xi exponentielle moins T sur 2. Donc la norme, si je calcule la norme HS de UT, ça va faire intégrale, ça va faire intégrale de U chapeau de xi carré 1 plus xi exponentielle T carré à la puissance S des xi. Donc là, on voit dont je vais m'intéresser au temps positif. Hein, c'est une théorie où il faut choisir une direction du temps. Donc là, je vais dire que je m'intéresse à ce qui se passe plutôt en temps grand positif. On voit que si j'ai envie que mon flow il ait tendance à contracter mes normes, pour T positif, il faut que je prenne S négatif. Donc si je m'intéresse au temps positif, là, il faut que je prenne des espaces de Sobolev négatifs pour espérer voir une espèce de contraction des normes. Donc le fait d'avoir choisi de travailler en temps positif me dit qu'il faut plutôt que je prenne S négatif. Donc on va regarder l'action. Donc ce flow, je vais peut-être lui donner un nom, c'est sur L2, c'est UT. Mais maintenant, je vais m'intéresser à l'action de ce flow sur HS. Faire agir UT sur HS, ça revient à faire agir. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Ça revient à faire agir UT composé avec Laplacien carré moins S sur 2. Ça revient à conjuguer en fait UT. Je peux me ramener à L2, mais quitte à conjuguer UT par, par dx au carré à la bonne puissance. Parce que HS, HS c'est l'image de L2 par 1 plus dx au carré, et la puissance c'est moins S sur 2. Si je ne me suis pas trompée dans les signes, voilà. Donc au lieu de faire agir UT sur HS, je conjugue UT par ce qu'il faut pour me ramener à une action sur L2, et lui, du coup c'est un nouveau flow sur L2 qui est plus unitaire, et je vais calculer son générateur. Alors tout ça c'est plus simple à faire en Fourier. Donc en Fourier, VT, il prend U chapeau et il lui associe alors il y a le flot de départ. Et puis alors que je ne me trompe pas, on multiplie en haut par xi exponentielle moins t carré. Ouais. Bon, ça aurait pu être simplifié un peu plus, mais je vais
Mais c'est comme c'est dans mes notes. Voilà, ça c'est l'expression de VT. On peut éventuellement remettre dans l'autre sens, hein, si on veut. Et puis quand je calcule le générateur en Fourier, donc si je fais D sur dt en t égale 0 de dt, je fais tous les calculs en Fourier. Je trouve... Alors il y a celui-là qui était... Ça c'est le flot d'origine, en fait c'est le flot sur L2, et ça c'est la modification qui vient du fait d'être placé sur un espace de Sobolev au lieu d'être sur L2. Donc lui, quand je vais le dériver, ça va faire un opérateur... c'est le générateur d'un flot unitaire, donc ça va faire un opérateur anti-auto-adjoint. Donc lui, c'est celui qui vient de là. Donc lui, il est anti-auto-adjoint, c'est le générateur d'un flot unitaire. Et après, il y a une perturbation qui vient de ce nouveau terme et qui va me donner plus S psi carré sur 1 plus psi carré fois U. Fois U chapeau. Donc déjà là on voit que j'ai l'air d'avoir fait les calculs dans le bon sens parce que je voulais que j'ai pris S négatif et effectivement ça a l'air de contracter la norme. Hein. Donc ce terme-là est bien négatif si S est négatif. Alors lui je vais peut-être lui donner un nom, lui c'est le générateur du flot d'origine, je vais appeler peut-être A. Et puis lui c'est, en fait je peux écrire que c'est A plus S, oui c'est ça, c'est A, et puis je vais rediviser, je fais apparaître plus S et puis je vais faire sortir un opérateur compact. Donc ce qu'on voit, c'est que le fait de s'être placé sur cet espace de Sobolev, ça a eu l'effet suivant sur le générateur initial, qui était A. D'une part, ça fait une translation de S. Et puis ça, c'est un opérateur compact sur L2. Alors si je dessine le spectre de A plus S, on le connaît puisque A, son spectre, il est complètement sur l'axe imaginaire. Là, j'ai juste décalé de S. Donc, le spectre de A plus S, il est contenu dans cette droite. Partie réelle égale moins S. Égale S, pardon, mais S est négative. Donc lui, je connais complètement son spectre et je sais en particulier que là, il n'y a rien. Et j'ai fait une perturbation par un opérateur compact. Et là, la théorie de Fredholm, en fait, me dit que la seule chose que je peux faire apparaître ici, c'est des valeurs propres de multiplicité finie par cette perturbation. Donc je sais que A plus S moins Z, il est inversible. Je vais peut-être éteindre ça. Il est inversible si bon, ça ne change rien. Il faut que je le débranche peut-être. Donc si partie réelle de Z est plus grand que S, donc dans tout ce demi-plan-là, A plus S moins S est inversible. Et là, je rajoute cette perturbation compacte. Donc ça me dit que... Il faut peut-être que je lui donne un nom.
Je vais l'appeler AS, c'est le nouveau générateur, mais dans l'espace de Sobolev HS. Ça me dit que AS moins Z, il est inversible modulo un opérateur compact. Donc, toujours dans cette même région. Ça, c'est ce qu'on appelle un opérateur de Fredholm. Alors là, c'est un opérateur non borné, donc il faut travailler avec des opérateurs non bornés, mais il est inversible. Il y a un inverse. On peut trouver un inverse modulo un opérateur compact. Et là, il y a toute la théorie de Fredholm qui s'applique. Théorie de Fredholm qui va nous dire que dans le demi-plan partie réelle de Z plus grand que S, le spectre de AS consiste uniquement en des valeurs propres de multiplicité algébrique finie. Et c'est ça, dans cet exemple très simple, c'est ça qui serait les états résonants. Et là, évidemment, comme c'est un exemple très simple, on peut les calculer à la main si on veut. Hein, on retomberait d'ailleurs un peu sur des formules qui rappelleraient un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien fait d'effacer? Tant pis, c'est fait. Donc là, pour l'instant, c'est un espace de Sobolev habituel hein, sur lequel j'ai travaillé. Mais maintenant, je vais regarder un système dynamique. Alors, c'est toujours un exemple simplifié, mais un système dynamique qui a une direction contractante et une direction dilatante. Donc, je suis maintenant sur R2. Et je prends donc x exponentielle t, y exponentielle moins t. Donc, là, c'est vraiment un modèle de ce qui se passe pour le flot géodésique sur une variété hyperbolique. Hein, c'est vraiment un modèle de ce qui se passe transversalement à la direction du flot. Donc, je peux regarder le flot unitaire qui a U associe. Donc, voilà. UT, si je prends une fonction U, UTU en XY. C'est U de x exponentielle t et y exponentielle moins t. Et donc ça, je vais appeler ça ut de xy. Et puis en Fourier, c'est toujours la même chose, hein, t et moins t sont inversés. Donc si je regarde en Fourier, U chapeau t de xi x, xi y, c'est U chapeau de xi x exponentielle moins t, xi y exponentielle t. Donc lui, il est unitaire sur L2. Alors maintenant, comme on a un comportement dilatant et dans une direction et contractant dans l'autre, on veut essayer de faire un espace de Sobolev qui soit positif dans une direction et négatif dans l'autre, si on veut pouvoir continuer à exhiber ce genre de phénomène. C'est ce qui s'appelle un espace de Sobolev anisotrope. Donc il faut... Alors... Donc là, je fais le dessin en Fourier, et ça va être... Ouais, je ne dessine pas très bien. Donc ça, c'est xi x et xi y. Et donc, en gros, on va vouloir faire des espaces de Sobolev qui sont avec S... Ouais, je vais écrire. Donc, ce qu'on va appeler H, SG. Ça va être
donc sur R2, ces ensembles des fonctions U telles que... alors, exponentielle, je vais essayer de faire en sorte que ça coïncide bien avec ce que j'avais dit. Exponentielle S. Il faut choisir une fonction M bien choisie, M de xi, log de 1 plus xi carré. U chapeau appartiennent à L2. Et donc le M, si j'ai dit les choses dans le bon sens, on va vouloir... alors pour rester cohérente avec ce que j'avais fait avant, je vais toujours rester avec S négatif. Et le M, on va vouloir qu'il vaille plus 1 ici et moins 1 ici. Donc à chaque fois, c'est un cône. Là, c'est un cône autour de la direction qui est dilatée en Fourier et un autre cône autour de la direction qui est contractée en Fourier. Donc le M va être constant dans un cône autour de ces deux directions. Puis après, il faut s'arranger, on peut essayer d'écrire des formules, il faut s'arranger pour le prolonger en dehors. De sorte à ce que, le groupe défini sur cet espace, à ce que UT agissant sur cet espace, il ait des bonnes propriétés. Et alors ça, donc je vais appeler G de xi. C'est celui-ci, oui. Donc on prolonge M partout, la fonction M partout, de sorte à avoir... Alors ce qu'on veut, c'est que d sur dt de la fonction g soit négatif le long des trajectoires. Donc on veut que la fonction g, là, qui apparaît dans la définition de l'espace de Sobolev, elle décroisse le long des trajectoires. J'espère que je ne me suis pas embrouillée dans les signes. Je pense que c'est bon. Parce que les trajectoires du flot, de toute façon, on doit passer de plus 1 à moins 1. Et les trajectoires du flot, ouais, ça a l'air d'être cohérent. Les trajectoires du flot, elles vont comme ça. Oui, ça a l'air d'être cohérent. Donc on veut déjà que G, elle décroisse le long des trajectoires, et puis on veut qu'en dehors d'un voisinage de 0, elle décroisse même strictement. Donc il peut y avoir, il va y avoir un compact autour de 0 où on ne va pas essayer de faire quoi que ce soit. Et on veut qu'en dehors d'un compact, ça soit uniforme. Donc pour norme de xi, c'est plus grand que 1. Et donc là, après, c'est un petit peu, ça se passe un peu dans le même principe que ce que j'ai fait. On peut montrer, il se passe la même chose, c'est que sur cet espace de Sobolev anisotrope, si partie réelle de Z est plus grand que S, alors le générateur du flot n'a que du spectre discret avec des valeurs propres de multiplicité finie.
Donc là, on est encore sur un exemple assez simple, mais qui commence à ressembler quand même pas mal au flot géodésique sur une surface hyperbolique, hein, parce que de manière... si on regarde que dans les directions stables et instables, c'est vraiment exactement ça qui se passe. Après, il faut juste rajouter une direction supplémentaire pour la direction du flot. Mais c'est une théorie en fait qui marche pour tous les flots d'Anosov. Je vais énoncer un petit peu. Alors le théorème, je ne vais pas forcément énoncer les formes les plus optimales. Donc là j'énonce la version Force-Strand. Mais il faut quand même écrire les noms de toutes les autres personnes qui ont fait ce genre de choses avant. Donc vraiment les précurseurs, c'était Planck, Keller, Liverani. Il y a Viviane Baladi a fait beaucoup de choses là-dedans, mais pour des difféomorphismes, dont une partie avec Tsuji. Il y a aussi des travaux de Ford Tsuji. Guezel, Liverani. Je vais encore peut-être écrire Butterley, Liverani, mais après, je suis sûre que j'oublie encore beaucoup de contributeurs. Il y a un article de Viviane Baladi qui s'appelle The Search for the Ultimate Anisotropic Banach Space, où elle raconte un peu toutes les différentes versions qui pouvaient exister, parce qu'en fait, selon le système dynamique qu'on utilise, il se peut qu'une définition paraisse plus adaptée qu'une autre. Voilà, et elle explique dans son article, elle explique un petit peu tout ce qui a été essayé et quels sont les avantages et les inconvénients des différentes méthodes. Alors l'énoncé vraiment général, c'est on a X, une variété compacte. Et là, je vais la supposer c'est infini parce que les gens qui utilisent cette approche, dite l'approche, c'est ce qui s'appelle l'approche micro-locale quand on raisonne en Fourier. Quand on raisonne avec l'analyse micro-locale, on a tendance à tout supposer c'est infini pour ne pas s'embêter, mais en réalité, on peut faire des choses en ces cas, et en particulier la communauté de systèmes dynamiques qui définissent leurs espaces de manière un peu différente, ils ne supposent pas c'est infini en général. Alors, nous, dans ce qu'on a fait en cours, hein, le X en question, ça serait le fibré unitaire tangent de notre surface. Et on suppose qu'on a un flot d'Anosov. Je vais aussi dire c'est infini. Et puis je vais appeler A le générateur. Donc A, c'est A appliqué à une fonction. A, c'est la dérivée. En fait, A, c'est bon, je garde cette notation parce que A, c'est la dérivée de l'I dans la direction du flot. Hein. Alors le résultat, c'est que pour tout S, alors je garde mes notations. Pour tout S négatif, on peut construire un espace, je le définis un petit peu comme ça, mais il faut faire ça. Quand on est sur une variété, il faut prendre cette définition-là, mais en coordonnées locales. On peut construire un espace de Sobolev anisotrope. Donc c'est un espace de distribution qui sont régulières dans certaines directions et irrégulières dans d'autres. Donc on peut construire ces espaces et on a la propriété suivante que si je me donne n'importe quel C
positif, je vais toujours pouvoir trouver un S suffisamment négatif. En fait, ouais, ces espaces, ils dépendent d'un paramètre S, j'ai écrit ça. Donc si je me donne maintenant n'importe quel C positif, je vais toujours pouvoir trouver un S suffisamment négatif tel que A-Z. Donc A-Z, c'est un opérateur non borné qui agit sur un certain domaine. À valeur dans HSG. Donc le domaine, ça va être un sous-espace de HSG, tel que cet opérateur soit Fredholm. Okay, c'est pas ça que je voulais dire, si c'est ça. Si partie réelle de Z plus grand que moins C. Donc tout à l'heure, le lien entre C et S était complètement explicite. En général, comme les exposants de Lyapunov ne sont pas constants, enfin les taux, en général, pour un flot d'Anosov, le taux de contraction et de dilatation n'est pas constant, les choses sont moins uniformes, donc c'est un peu moins explicite la relation entre ce C et ce S, mais on sait qu'en gros, à partir du moment où je peux me donner n'importe quel C et je vais pouvoir dire des choses sur le spectre. Quitte à choisir le bon espace, je vais pouvoir dire des choses sur le spectre du générateur à droite de cette verticale. Donc là, à chaque fois, à droite, il n'y a que du spectre discret. Et les valeurs propres, c'est les états résonants de Hurwell. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour terminer? Oui, je peux parler un peu de... Et oui, ça, je l'avais déjà dit à l'oral. Il y a cet article que j'ai déjà mentionné plusieurs fois de donc Dyatlov, Faure et Guillermou, qui sont partis de la théorie générale et qui ont recalculé ce que ça donne si on l'applique. Ils ont fait le calcul de ce que ça donne si on l'applique à un flot géodéside sur une surface hyperbolique et ils ont trouvé les mêmes valeurs que celles que j'ai trouvées. Enfin, ils sont partis de la théorie récente et ils ont remonté le calcul à l'envers. Alors ensuite, sur la décroissance des corrélations, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je vais terminer là-dessus. Il faut rajouter une hypothèse, parce qu'a priori, voilà, donc on sait qu'à droite, on sait qu'à chaque fois, à droite de partie réelle égale moins C, il n'y a que du spectre discret, mais il pourrait très bien y avoir une infinité de valeurs propres. Là, on va supposer, il faut rajouter une hypothèse, on va supposer que c'est un flot qui préserve une structure de contact. C'est le cas, par exemple, des flots géodésiques. Alors ça, c'est des résultats de Tsuji. C'est 2010, je crois. Et puis Nonnenmacher, Swirsky. Alors il y a un lambda 0 qui est bien identifié. Tel qu'il n'y a qu'un nombre fini de valeurs propres. Si partie réelle de Z est plus grand que lambda 0 sur 2 plus epsilon, pour n'importe quel epsilon. Alors ce lambda 0, il s'exprime en termes des exposants de Lyapunov du flot,
Et dans le cas du flot géodésique sur une surface hyperbolique, il vaut 1. Donc c'est vraiment une valeur qui est assez proche d'être optimale, hein, parce qu'on trouve vraiment ce qu'il faut. Donc, donc le lambda 0, il a une expression en termes des exposants de Lyapunov, et il vaut 1 pour le flot géodésique d'une surface hyperbolique. Ça veut dire qu'ils arrivent à démontrer ils arrivent à retrouver ce qu'on avait observé grâce à la théorie des représentations, donc il y a cette droite partie réelle égale... Ah, ça doit être moins lambda 0, je pense. Oui, parce qu'il y avait cette droite partie réelle égale moins 1,5. Donc là, nous, dans le cas d'un... On avait vu que sur cette droite, il y a une infinité de résonances d'Hurwell, hein, puisqu'elles correspondent à toutes les valeurs propres du Laplacien. Mais en fait, ils arrivent à retrouver dans le cas général que si on prend juste moins 1,5 plus epsilon, là, de l'autre côté, il n'y en a qu'un nombre fini. Alors, il y a toujours... Alors, le dessin, voilà, il y a toujours 1. Le 1, il correspond à la... Quand on a un flot qui préserve une forme de contact, il préserve toujours la forme volume associée. On avait vu ça dans le cas du flot géodésique, et ça correspond à la résonance d'Hurwell 1, qui correspond à la mesure invariante. Dans le cas du flot géodésique, sur une surface hyperbolique, on peut avoir ici des résonances qui vont correspondre aux valeurs propres du Laplacien plus petites que 1/4. Après, pour un flot quelconque, il se peut que les résonances ne soient pas sur l'axe réel. Il y a certaines choses qui sont un peu spécifiques au cas hyperbolique. Dans le cas du flot géodésique sur une surface hyperbolique, il y a vraiment pas mal de choses. Cet alignement-là est complètement spécifique. Le fait que les résonances ici soient sur l'axe réel, c'est vraiment spécial. Le fait qu'on avait vu aussi qu'il n'y a pas de bloc de Jordan, à part éventuellement 1,5. Dans la théorie générale, il peut y avoir des blocs de Jordan partout, hein, il n'y a pas de raison. Cette absence de blocs de Jordan, elle est vraiment, pour le coup, spécifique aux surfaces hyperboliques. Mais par contre, voilà, ils arrivent à trouver que d'une manière générale, il y a ce trou spectral. Donc il y a cette droite à droite de laquelle il y a au plus un nombre fini de valeurs propres. Donc, il y a toujours 1 et puis il y en a éventuellement un nombre fini. Et on peut faire... Faut que je m'arrête. Et on peut faire... Et si U et V suffisamment régulières, donc suffisamment régulière, maintenant ça veut dire dans un espace de Sobolev anisotrope. Non, ça ne veut pas... Oui. Enfin, on va dire c'est infini, hein, parce qu'il faut qu'il y en ait une qui soit dans un HS et l'autre qui soit dans le H-S. Donc on va dire... Donc pour U et V suffisamment régulière, U, V rond sigma T, on peut faire un développement asymptotique. Donc il y a l'intégrale de U pour la forme volume associée à la forme de contact. Donc ce terme-là, c'est ce qui correspond à la résonance 1, qui existe toujours quand il y a une forme de contact qui est préservée. Et puis il y a une somme finie. Il y a une somme finie, mais qui porte uniquement, en fait, on est obligé de s'arrêter là. Il y a une somme finie qui porte uniquement sur ce nombre fini de résonances qui sont ici. Donc il y a des termes exponentiels qui font intervenir le spectre qui est ici. Et puis il y a des distributions. Alors comme il y a des blocs de Jordan qui peuvent apparaître, il peut y avoir des t puissance 4 qui sortent. Ça, nous, on n'en avait pas eu, sauf pour la valeur propre 1,5. Et puis il y a des distributions en U et en V,
qui peuvent s'exprimer, ces distributions elles peuvent s'exprimer explicitement ensuite grâce au... Elles s'expriment explicitement grâce au vecteur propre du générateur sur les espaces de Sobolev anisotrope. Et puis il y a un grand taux de exponentielle moins lambda 0 sur 2 moins epsilon t. Donc ça, la théorie générale permet de faire ce genre de développement asymptotique, mais par contre, on est obligé de s'arrêter. En fait, on peut le faire et on doit s'arrêter. Il y a un moment où on se met à atteindre le spectre essentiel, et dans la théorie générale, on est bloqué parce qu'on n'a pas assez de contrôle sur ce qui se passe après. Donc la théorie générale permet juste d'obtenir un développement avec un nombre fini de termes, et après on s'arrête au spectre essentiel. Alors que grâce à la théorie des représentations, finalement, comme les choses, c'est des calculs qu'on peut faire à la main, j'ai pu traverser cette droite, en fait. J'ai pu vraiment faire le développement. J'ai pu aller aussi loin que je voulais là, et en particulier avoir un développement qui fait intervenir cette infinité de résonance, mais c'est parce que les choses sont tellement explicites que je peux vraiment contrôler tous les coefficients de Fourier. C'est l'heure de s'arrêter pour aujourd'hui. Donc, j'ai terminé à peu près ce que je voulais dire sur les corrélations du flot géodésique. La semaine prochaine, je veux parler un petit peu des valeurs en zéro, des fonctions, des séries de points carrés, surtout. Et puis, les 2 dernières séances, je vais parler un peu de graphes réguliers aléatoires. Je vous remercie.